Salut à tous, bonjour les unionistes, bienvenue à 1897. Alors aujourd'hui, j'ai de nouveau, pour une deuxième fois en fait, l'honneur d'accueillir François Garrit, donc qui est spécialiste de l'Union Saint-Gilloise à la dernière Relais Sport. Bonjour François. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Je m'étais dit que voilà, comme maintenant on a déjà passé 6 journées de championnat, on est arrivé à la fin du mercato. Et on connaît aussi les adversaires en Champions League de l'Union. Ouais. On va analyser le début de saison de l'Union. On va regarder un peu la politique des transferts et puis on va essayer de se projeter sur le restant de la saison à venir, aussi bien pour le championnat que pour la Champions League. Très bien, c'est parti. Cool. Première question, donc 6 journées, l'Union a 14 points, est en tête. Est-ce qu'on peut dire que c'est un démarrage réussi ? C'est un démarrage plus que réussi. Rien qu'au niveau comptable, en fait, c'est quasiment parfait. Ils sont premiers, comme tu l'as dit, 14 buts marqués, meilleure attaque, 3 buts encaissés, meilleure défense, aucune défaite. Donc voilà, sur papier, c'est vraiment un début de saison parfait. Et on peut vraiment comparer ça avec le début de saison de la saison dernière, qui était, on va pas dire catastrophique, mais qui n'était pas bon. Finalement, on connaît la fin de la saison dernière, on sait comment ça s'est terminé. Donc on se dit voilà, que l'Union est en tout cas bien lancée et on sent vraiment une continuité avec la saison dernière, parce que pour la toute première fois depuis la remontée en Jupiler Pro League, un coach est resté à la tête de l'Union. Et justement, tu anticipes ma prochaine question. Est-ce que c'est justement ça qui, d'après toi, est-ce que c'est le facteur principal qui fait que le démarrage est beaucoup plus, beaucoup plus facile que l'année passée ? Clairement, pour moi, c'est le facteur principal. Bocconioli a dû vraiment mettre les choses en place la saison dernière quand il est arrivé à l'Union. Il y avait eu aussi beaucoup de départs à ce moment-là, pas mal d'arrivées. Ici, il y a eu toujours des départs et des arrivées, on va en parler, je suppose, un peu plus tard. Tout à fait. Mais clairement, la philosophie de Bocconioli, elle a été très claire la saison dernière. Son plan de jeu, sa tactique, ce qu'il demande aux joueurs, c'était très clair et le message est passé. Et finalement, on continue dans la même lignée, on continue avec la même tactique, avec le même plan de jeu, avec la même philosophie d'un football total. Et les joueurs ne doivent pas apprendre ça, peut-être juste les nouveaux, mais pour le reste, voilà, c'est très clair. Et donc je pense que c'est un des éléments principaux, parce que quand un coach part et quand un autre arrive, c'est pas un tremblement de terre, mais quasiment. Il faut tout repartir, il faut tout remettre en place et on repart de zéro. Donc ici, on sent vraiment que les fondations sont solides. Ouais. Autrement dit, il y aurait normalement dû avoir une période de rodage qui était plus vraiment là cette année-ci. Voilà. Par contre, on reparlera des transferts, en tout cas peut-être de manière plus détaillée par après. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me souviens que quand l'Union avait été sacrée championne, donc fin de saison passée, c'est que tout le monde disait, et même je pense au sein du club, tout le monde disait ça va être un été un peu plus calme, sachant qu'il y a la Champions League en ligne de mire et que du coup, probablement certains joueurs vont vouloir rester, alors qu'en temps normal, ils seraient peut-être partis. Et finalement, si on regarde le mercato, c'est quand même de nouveau, je dirais, une vague de départ assez importante. Là où au début, on s'attendait peut-être juste à avoir un Sadiki, où c'était plus ou moins écrit qu'il allait partir. Ivanovic, je pense qu'il y avait encore des doutes, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part, parce qu'il y avait quand même la Champions League. Bon, maintenant, entre-temps, il est dans un club qui joue quand même la Champions League, mais en fin de mercato, on a quand même eu quelques grosses surprises, on va dire. Ouais, et je pense qu'il y avait c'était une sorte de coup de bluff aussi, je pense, de la direction. On avait rencontré Alex Muzio 2 jours après le titre de l'Union Saint-Gilloise et il nous avait dit, comme tu le dis très bien, qu'avec la Ligue des Champions, il y aurait moins de départs. On lui a demandé, mais comment est-ce que vous allez convaincre ces joueurs de rester ? Il avait sorti son téléphone et il avait lancé la chanson, l'hymne de la Champions League devant nous, les journalistes. Voilà, c'était une image, mais finalement, en fait, cette image ne tient pas pour tout le monde. Tu as parlé du cas de Sadiki. Il va jouer, il joue même à Sunderland en Première Ligue. Finalement, il a quasiment tous les mois un match niveau Champions League, voire même peut-être plus.
Ivanovic était très clair dans sa tête qu'il allait partir et la Champions League n'allait rien changer pour lui. De ce que son entourage nous disait, c'était clair, même s'il rejoignait un club qui n'allait pas jouer l'Europe, c'était le moment de faire le pas en avant. Donc je pense que lui aussi, c'était une certitude qu'il allait partir. Machida aussi. Le plan pour Sadiki, pour Machida, il était très clair pour qu'il parte cet été. Ensuite, il y a eu comme tu l'as dit, des surprises. Maurice, le club ne s'attendait pas à son départ. Ça, c'est clair. Après, d'un point de vue personnel, on peut le comprendre. Il a eu des hauts et des bas et beaucoup de bas dans sa carrière. Il n'a pas gagné énormément d'argent dans les premières années. Ici, on lui offre un contrat incroyable sur plusieurs saisons. C'était clair qu'il allait accepter. Et puis ensuite, je parlais de coup de bluff en fin de saison dernière. On a peut-être aussi eu un petit coup de bluff de Philippe Bormans il y a quelques jours. C'était le jour du tirage. On l'a eu en interview et on lui a demandé, voilà, d'un point de vue du mercato, qu'est-ce qui va encore se passer. Et il nous avait dit, dans le football, on ne sait jamais, mais a priori, il n'y aura pas de départ. Finalement, Van Out est parti. Finalement, Castro Montes est parti. Ils ont été tous les deux remplacés. Mais donc, voilà, je pense que la direction a peut-être été un peu surprise de ces départs, mais elle s'y attendait quand même. Castro Montes n'était plus titulaire. Van Out, ça faisait 2 saisons qu'il était là. Il voulait passer un cap dans sa carrière. Et d'après ce que j'entends, c'est même lui qui ici a forcé un peu pour partir parce qu'il voulait vraiment partir. Donc voilà, l'Union reste l'Union. L'Union ne va jamais garder des joueurs qui ont vraiment une grosse cote pendant d'énormes années. Donc finalement, c'est un peu logique. Même si c'était surprise, c'était un peu logique. Oui, puis c'est vrai que j'entends souvent aussi que dès qu'un joueur exprime la volonté de partir, c'est rare qu'il le retienne vraiment contre son gré, comme ça se passe parfois dans d'autres clubs. Je pense au club de Bruges avec Ordonez, par exemple. Mais à l'Union, en général, si le joueur dit je veux partir, ils vont pas le retenir. La direction a toujours la même communication. À partir du moment où une offre intéresse les 3 parties et que les 3 parties sont d'accord, le joueur va partir. Si l'offre ne convainc pas une des 3 parties, alors là, ça va pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a déjà eu des bras de fer dans le passé. On avait commencé avec Slimani il y a des années. Il y a eu aussi un bras de fer lors du départ de Thomas, lors du départ de Casper Nielsen aussi, du côté du club de Bruges, parce qu'à chaque fois, la direction, même si elle est ouverte à laisser partir ses joueurs, ne laisse pas partir ses joueurs pour rien. Et donc maintenant, voilà, les standards ont augmenté, les prix ont augmenté pour les meilleurs joueurs. Et donc, l'Union veut bien laisser partir ses joueurs, mais à un prix plus que convenable. Mais si les 3 parties peuvent s'y retrouver, à tous les coups, le joueur partira. Si je reviens un peu sur le début de la saison, quels sont pour toi je dirais, par rapport aux joueurs, donc de manière individuelle, vraiment les grosses satisfactions dans l'équipe? Pour moi, la satisfaction, sortir une ou deux. La satisfaction principale, c'est Ousseynou Niang, qui s'est déjà montré efficace. Je pense que c'est 1 but, 2 assists, et il provoque le penalty aussi contre Anderlecht. Il lui manquait peut-être ça la saison dernière. Il était vif, il était rapide, il était technique. Il faisait son travail défensif, mais il lui manquait encore un peu les statistiques. Et là, je sens vraiment qu'il est dans la forme de sa vie. Et finalement, c'est toujours la même chose avec l'Union. Souvent, il y a des joueurs qui arrivent, qui font des bons matchs, qui ont des bonnes périodes, mais surtout la deuxième saison, ils arrivent à exploser. Ici, j'ai vraiment l'impression que ce sera le cas pour lui, tout comme pour Kalaïli. Et puis, on n'en a pas trop parlé. Il n'a pas eu beaucoup de travail, mais finalement, Skerpen a joué 3 matchs, 3 clean sheets. Bon, peut-être que sur les 3 matchs, il a entre guillemets un seul gros arrêt à effectuer, qui fait contre Anderlecht. Mais je pense qu'on ne va pas beaucoup parler de Maurice cette saison. J'ai l'impression que Skerpen a vraiment les épaules pour remplacer Maurice. Peut-être pas comme un leader dans le vestiaire comme l'était Maurice, mais sur le terrain, il a tout ce qu'il faut. Il a les réflexes. Il est bon dans le jeu aérien avec ses 2,6 m. Il est vraiment très fort. Voilà, sur sa ligne aussi, on l'a vu contre Anderlecht. Il a l'expérience européenne aussi. Il a été champion les saisons dernières avec Sturm Graz. Il a joué la Champions League. Donc je pense que vraiment, on parle beaucoup des renforts offensifs ou dans le milieu, mais je pense que Skerpen va être vraiment une bonne pioche cette saison. J'avais noté sur ma feuille Rodriguez parce que je voulais quand même en parler parce que je pense que c'est un joueur qui a fait. Je pense qu'il a fait couler beaucoup d'encre et qui a aussi, je dirais, animé pas mal de discussions entre supporters. Sachant qu'il a quand même, l'année passée, il a quasiment pas joué. Il a eu une saison un peu catastrophique, on va dire, qui avait été entamée avec sa fameuse Panenka contre Anderlecht.
là, on a quand même l'impression qu'il revit, enfin, qu'il a retrouvé quelque part un peu la confiance. Ouais. Enfin, sa confiance en lui-même, mais aussi la confiance du staff, quoique peut-être que le staff a toujours cru en lui. Ça, le staff a toujours cru en lui. Après, il y a eu un vrai problème d'adaptation avec Kevin Rodriguez à l'Union. Pendant toute une période, il ne parlait que espagnol, à tel point que c'était Kevin McAllister qui devait faire le traducteur pour lui aux entraînements et pendant les speeches du coach. Et c'était encore le cas la saison dernière. Donc il y a eu vraiment un problème avec ça, parce que si Pocognoli avait des idées bien claires, mais il n'arrivait pas à les faire passer parfaitement à Kevin Rodriguez. Ici, la chance qu'il a en ce début de saison, c'est que Promise David est revenu en retard, disons, de la Gold Cup qu'il a joué avec le Canada. Il a eu des jours de vacances. Donc il est arrivé dans le schéma de manière un peu plus tardive. Il y a eu Raoul qui était là et qui a joué, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment d'autres attaquants. Foussaini était blessé. Mark Jigger, le staff ne compte pas encore vraiment sur lui. Et Makaté, c'est un jeune qui n'a pas les épaules pour être titulaire pour le moment. Donc c'est ça qu'il a eu vraiment la chance de pouvoir enchaîner les matchs. Et pour moi, Kevin Rodriguez, c'est un joueur qui vit vraiment à la confiance. C'est le genre de gars qui doit enchaîner pour se sentir bien. Ici, ça a été le cas. En plus de ça, il a marqué. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'il va réagir quand il va être sur le banc et qu'il va monter à la 75e, 80e minute et qu'il aura peut-être que 10 minutes à jouer. Là, j'ai l'impression que ça va être plus compliqué pour lui. Et je pense que ça va arriver parce que pour moi, le duo, c'est Raoul David. Pour moi, c'est clair. Kevin Rodriguez, c'est mon avis, n'a peut-être pas les épaules pour être titulaire indiscutable dans cette équipe. Mais clairement, il montre un autre visage. Et ça a été le travail de Pocognoli et surtout de Kevin Miralas. Je pense qu'il a fait un gros travail en coulisses avec les autres attaquants, mais aussi avec Kevin Rodriguez. Ouais, non, c'est clair. Mais je pense, enfin moi aussi personnellement, je pense que ce sera David et Raoul en attaque. Et c'est ça le problème de Rodriguez aussi, c'est qu'il a été tout le temps bloqué par des duos d'attaque. Il y avait Amoura Nilsson. Oui, qui avait performé. Voilà, c'est ça. Ivanovic David la saison dernière. Donc en fait, on peut rien lui reprocher d'un point de vue du travail défensif. Il se bat vraiment sur un terrain. Il est peut-être un peu limité techniquement. Mais en fait, il doit aussi faire face à une concurrence. Et quand il y a la concurrence, quand il y a des joueurs qui sont meilleurs... Et même Foussaini, à un moment donné, Foussaini l'a dépassé dans la hiérarchie des attaquants l'année passée. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est aussi le gros problème de Rodriguez, c'est qu'il a d'énormes qualités, mais peut-être pas autant que les autres attaquants de l'Union. Quand on regarde les attaquants qu'il y a eu les dernières années, c'est quand même du très solide. Donc on ne peut pas comparer Kevin Rodriguez avec Franjo Ivanovic, par exemple. Donc pas du tout, ni avec Promise David, pour moi, qui a quand même plus de qualité que Kevin Rodriguez. Ok, et donc par rapport aux arrivées, parce qu'il y a eu quelques... On va peut-être d'abord commencer avec les arrivées de début de mercato. Donc on a eu très rapidement, donc dès que Sadiki est parti, on a rapidement eu l'annonce de l'arrivée de Zorgan. Puis on a eu Raoul qui est arrivé probablement déjà en préparation du départ d'Ivanovic. Comment toi tu vois l'intégration de ces deux joueurs jusqu'à présent? C'est deux très bons coups. Adem Zorgan, moi honnêtement, pour suivre Charleroi de près, j'ai jamais compris pourquoi ce joueur est resté si longtemps au Sporting de Charleroi. Il est arrivé en 2021, donc il a fait 4 saisons à Charleroi. On sentait qu'il était arrivé au bout d'un cycle et aucun club n'est venu le chercher, alors que pour moi, il a les qualités pour jouer dans une équipe comme Genk, comme l'Antwerp. L'Union a sauté dessus et c'est pour moi un très bon transfert parce qu'il connaît du coup très bien la Jupiler Pro League et il a cette qualité, il a cette vision du jeu. Vraiment, il voit le jeu comme très peu de joueurs en Belgique. Il a balle au pied, il est vraiment très fort et puis voilà, c'est un ratisseur aussi qui sait récupérer des ballons. Et oui, il s'est vraiment très bien intégré dans cette équipe. On a l'impression qu'il est là depuis déjà plusieurs saisons. C'est assez impressionnant. Raoul, le problème qu'il a eu, c'est qu'il a rapidement marqué. Et je pense que ça a été un problème parce qu'il met un but contre l'Antwerp en montant au jeu. Et puis ensuite, je pense qu'il fait un doublé où il marque le week-end d'après. Et voilà, les spotlights ont été directement mis sur lui. Ça lui a peut-être mis un peu de la pression, d'autant que Ivanovic est parti à ce moment-là et que clairement, on s'est dit, OK, Raoul est le remplaçant d'Ivanovic, alors qu'ils ont des qualités complètement différentes. Mais pour moi, il a ce qu'il faut pour réussir une belle saison. Peut-être pas comme Ivanovic, parce que pour moi, Ivanovic était vraiment un ovni qui va aller encore plus haut que le Benfica dans les années à venir.
mais il a clairement le profil, encore une fois, pour être une bonne pioche. Et à côté de Promise David, je pense que ça peut être un bon duo. Ouais, et donc ça, c'était en début de mercato. Et puis bon, voilà, si on revient un peu sur la fin, je dirais les dernières semaines, les derniers jours du mercato, il y a eu effectivement beaucoup d'arrivées, certaines assez surprenantes. Bon, un Rob Schoofs qui remplace numériquement quelque part Van Hout, mais la question c'est, je pense que c'est pas le même profil de joueur. Non. Donc moi, ma question que je voulais te poser avant de passer aux autres arrivées, c'est un Rob Schoofs probablement qui a un profil plus offensif que Van Hout. Est-ce que c'est pas de la concurrence en plus à un poste qui a peut-être un Noir Aitelage ou un Sofiane Bouffal, et du coup, comment toi tu vois vraiment le remplacement de Charles Van Hout? Est-ce que ce serait par exemple un Camille Van de Perre quand il revient? C'est ce que j'allais dire. Pour moi le 6 de l'Union va être Camille Van de Perre. Il a vraiment toutes les qualités pour l'être. On parlait de la progression de Niang pendant une saison et puis maintenant il explose. Ça doit être la même chose pour lui. Malheureusement pour lui, il s'est blessé, donc il n'a pas pu encore montrer vraiment toutes ses qualités ici en début de saison. Mais pour moi, c'est vraiment lui le remplaçant de Charles Van Hout. Rob Schoofs qui peut jouer un peu plus haut, qui pourrait être justement ce lien entre un Camille Van de Perre et un Noir Aitelage, par exemple. Parce que oui, à la place d'Aitelage, il y a quand même Bouffal comme remplaçant, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, à voir comment est-ce que tout ça se met en place. Mais je pense que Rob Schoofs, c'est quand même un beau coup. Le gars a quand même énormément d'expérience, plus de 400 matchs en Jupiler Pro League. Il n'a pas non plus 35 ans, il en a 31, donc il a encore des belles années devant lui. Ça manquait peut-être un peu de leader avec les départs de Maurice, les départs de Castro Montes, les départs de Van Hout, les départs de Sadiki, qui parlait beaucoup dans le vestiaire. Là, on va avoir quelqu'un qui je pense, il a été capitaine à Malines pendant des années, donc qui va pouvoir hausser la voix quand il le faut. Donc dans le vestiaire, je pense que c'est un très bon choix de l'avoir fait venir. Et sur le terrain, à voir à quelle place il se met dans le dispositif, mais j'ai pas l'impression que ça va être un joueur qui va râler s'il se retrouve sur le terrain. Et ça aussi, sur le banc, pardon. Ouais. Et ça aussi, c'est très bien vu de la part de l'Union, c'est que ça va permettre de laisser de la place à Camille Van de Perre, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment lui qui doit être le futur patron de cet entrejeu à l'Union. Ouais. Et l'arrivée de Louis Patrice, c'est clairement pour remplacer Castro Montes. Mais est-ce que tu vois en lui un titulaire potentiel, ou alors c'est vraiment, je dirais, backup de Kalaili? Moi, j'aime beaucoup son profil. Et à Anderlecht, il n'a pas pu vraiment se montrer parce qu'il y avait à ce moment-là Kylian Sardella qui était le chouchou de Rimmer, et donc il ne recevait pas énormément de temps de jeu. Mais c'est quelqu'un qui a un coffre énorme. Il sait enchaîner les allers-retours dans le couloir. C'est peut-être pas le gars le plus technique, c'est pas le gars qui va réussir à mettre un petit pont à son adversaire et puis faire un centre parfait, mais c'est vraiment un travailleur, un bosseur, et encore une fois quelqu'un avec une super mentalité. Partout où il est passé, il a été adoré. Donc je pense que c'est un très beau profil, jeune aussi, 24 ans. Donc voilà, si tout se passe bien, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui pourrait dans un an, qui sait peut-être passer une étape déjà dans sa carrière, mais à voir, parce que Kalaili est vraiment très fort, et donc ça va être un concurrent énorme. Mais les matchs vont s'enchaîner ici, on a quasiment 60 matchs cette saison, donc de toute façon ils vont recevoir tous les deux du temps de jeu. Et ça pourrait être en fait aussi une stratégie de l'Union de se dire, voilà, on prend Louis Patrice qui a un peu un profil pour jouer à la place de Kalaili. Comme ça, on est prêt le jour où Kalaili, si Kalaili fait une saison cette année comme il l'a fait l'année passée, je pense qu'il y a quand même de fortes chances qu'il soit, qu'il y ait de l'intérêt de plus grands clubs pour le transférer en fin de saison. Oui, c'est clair. Ça pourrait être la solution d'avenir en fait pour Kalaili. C'est clair. Et il y a déjà eu de l'intérêt pour Kalaili cet été. Lui a dit non, je veux rester à l'Union, je veux enchaîner une deuxième saison et jouer la Champions League. Mais c'est clair qu'un joueur avec ce potentiel-là, j'ai même envie de dire que s'il part pas en fin de saison, il y aura eu un problème cette saison-ci. Parce que pour moi, il peut pas faire 3 ans à l'Union. Il a vraiment un énorme potentiel. Il l'a déjà montré en fin de saison dernière, surtout dans les Champions Playoffs, où il a vraiment un niveau encore plus haut que l'Union. Et comme tu le dis, c'est stratégiquement, encore une fois, ils prennent un joueur qui vont former.
On va lui laisser le temps, il va recevoir du temps de jeu parce qu'il y aura l'enchaînement des matchs. Et si tout se met bien, il pourra être un titulaire indiscutable la saison prochaine. Ouais. Et alors, un autre, peut-être pour terminer par les deux derniers noms que j'avais sur ma liste, pour moi, une surprise, en fait, les deux derniers noms que je vais citer, c'est vraiment les deux transferts surprises, en tout cas, de mon point de vue, c'est Guilherme Smith, le Brésilien, et alors Ivan Pavlic, ou Pavlik, comme je sais qu'il est belgo-hollandais, donc je ne sais pas très bien comment prononcer son nom, mais ça, ces deux transferts, je pense qu'on les avait pas vus venir. Non, et encore une fois, c'est très difficile de savoir beaucoup de choses sur ces deux joueurs. Il y en a un qui vient de D2 portugaise, Ivan Pavlic, et l'autre qui vient d'Estonie, Guilherme, du FC Caljou, donc le même club où Promise David avait joué précédemment. Guilherme avait des très bonnes stats en Estonie. Bon, on connaît le niveau du championnat estonien, donc ça veut pas dire grand-chose. Ivan Pavlic, il a moins joué, en tout cas ces dernières années. Il est encore très jeune aussi, mais je pense encore une fois que ça va être des joueurs où voilà, l'Union va leur laisser le temps de s'adapter à l'ADN Union, à la tactique, à la philosophie de Sébastien Pocognoli. Après, clairement, on parlait de Zorgan, on parlait d'autres joueurs, Zorgan ou Raoul par exemple, c'était des joueurs qui devaient être prêts pour le début de saison et qui allaient être titulaires. Ici, Guilherme et Pavlic, c'est pas du tout des joueurs qui doivent être prêts maintenant et qui doivent performer et qui vont être titulaires. Souvent, ils laissent un peu de temps. Ils l'ont fait l'hiver dernier en transférant Marc Giger et Barry. Ouais. C'est un peu la même chose. Ici, on va certainement leur laisser le temps de s'adapter. Et ensuite, s'ils sont prêts, ils pourront aider l'Union. S'ils ne sont pas prêts, ce sera pour la saison prochaine. Et il n'y a pas vraiment de stress avec ça. Ouais. Justement, Barry, c'est un joueur dont on parle très très peu. C'est vrai qu'il est un peu arrivé, je dirais, dans l'anonymat. Je pense qu'il y est toujours, puisque on ne l'a pas encore vraiment vu beaucoup jouer. Toi, en tant que suiveur de l'Union, comment tu vois ce joueur? Tu penses que c'est un joueur qui peut déjà être prêt cette saison si un de nos défenseurs venait à se blesser? En tout cas, il a fait une très bonne préparation. Il a fait un très bon match, deux très bons matchs amicaux, parce qu'il en a joué plusieurs et vraiment, il a même été impressionnant dans ces matchs amicaux. Après, quand on regarde la charnière centrale de l'Union, ça bouge pas. Burgess, Leisen, McAllister, c'est fort. Et si personne se blesse ou n'est suspendu, ce sera les trois joueurs titulaires. Et puis il y a Sykes encore derrière, que Pocognoli aime beaucoup. Il nous le répète très souvent que Sykes mériterait d'être titulaire à chaque match parce qu'il bosse vraiment comme un fou. Et ses coéquipiers aussi nous le disent. C'est un des joueurs qui travaille le plus, qui se retrouve le plus en salle de musculation. Donc vraiment, c'est un énorme bosseur. Barry, a passé pas mal d'étapes. Hormis les matchs amicaux durant la préparation, on l'a pas beaucoup vu. Donc c'est difficile d'avoir un avis vraiment très clair. Mais en tout cas, même s'il joue à une place complètement différente, il est beaucoup plus avancé dans son adaptation que Marc Giger, qui a encore des étapes à passer avant d'être vraiment prêt. Mais de ce que Pocognoli nous dit, Barry a déjà passé pas mal d'étapes et pourrait aider l'Union dans les prochaines semaines si besoin. Après, on pourra se faire une vraie... C'est plutôt un central droit ou gauche? Plutôt un central, je pense qu'il est droitier, à vérifier. Il jouait surtout dans l'axe, il avait joué dans l'axe en préparation. Okay. Alors c'est un défenseur très rugueux, très athlétique, costaud, mais de ce qu'on me disait, c'est que c'est un joueur qui doit aussi faire attention à sa relance, d'être un peu plus propre à sa relance, mais il est encore très jeune, très jeune, donc c'est normal, il arrive dans un club qui joue le titre et qui joue la Champions League, c'est normal qu'il soit pas prêt directement. Même chose qu'avec Guilherme et Pavlic, c'est pas un gars qu'on attend qu'il performe maintenant. On va lui laisser le temps et nous on pourra vraiment se faire un avis quand il pourra jouer. Ouais. Est-ce que il y a Makaté qui est passé des U23 à l'équipe première, donc tu disais effectivement il est encore très jeune, il a encore des étapes. Il y a clairement un déficit de joueurs belges à l'Union. Ça pose régulièrement problème. Est-ce que toi tu vois, je ne sais pas si tu as souvent l'occasion de suivre la U23 ou pas, mais est-ce que tu vois un joueur qui aurait potentiellement, je dirais, le niveau, ou en tout cas le potentiel pour intégrer
le noyau? C'est compliqué. Actuellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une pépite qui pourra être dans les 16, disons, à l'Union. Il y a certains joueurs qui viennent régulièrement s'entraîner, qui font partie du noyau élargi. Je pense à Sekou Keita qui joue en U23, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a d'autres, Asri, qui est là aussi. Qui vient de signer un contrat professionnel, ouais, j'ai vu. C'est ça, aussi. exactement, Ouais. qui tape à la porte, mais voilà, qui n'a pas encore les qualités pour vraiment faire le pas. Il y a eu un gros déficit à l'Académie de l'Union. Et malheureusement, les joueurs actuels qui sont en âge de passer en équipe première n'ont pas, ne récoltent les mauvais fruits, disons, de ce qui a été fait les saisons dernières. Mais donc, je parle de il y a même 10 ans. Maintenant, il y a eu vraiment un renouvellement. Naïm Arab est venu et a mis vraiment pas mal de choses en place. Il est parti à Anderlecht. Ici, il y a un nouveau responsable de l'école des jeunes, il y a un nouveau coach des U23. Mais je pense que si les supporters de l'Union attendent avec impatience un jeune formé au club et que ce jeune puisse jouer en équipe première, je pense qu'ils vont devoir encore patienter un peu. Ouais. Et ce sera peut-être dans 5, 6, 7, 8 ans que l'Union pourra sortir chaque année un joueur qui pourra vraiment prendre des minutes en équipe première. Ouais. Ok, oui, je pense que c'est clair. En tout cas, on voit qu'ils investissent actuellement avec toutes les infrastructures aussi pour les jeunes. Parlons un peu de la Champions League, puisque là, entre-temps, on connaît les adversaires que l'Union va affronter. Ce sont toutes des belles affiches, ça c'est clair. Je pense que pour les supporters, ça va être très agréable de voir des matchs au Bayern contre l'Inter de Milan, contre Marseille. Mais à quoi on peut s'attendre de la part de l'Union dans cette campagne? Parce que c'est quand même, on est face au top européen. Donc comment toi tu vois ça en fait? Oui, on est face au top européen et on est vraiment au top du top européen. D'après les datas, l'Union a le 4e pire tirage en termes sportifs sur 36. Donc voilà, ils ont vraiment tiré. On va dire, ils ont vraiment un mauvais tirage si on parle vraiment que d'un point de vue sportif. D'un point de vue sportif. Après, ça va être déjà premièrement une expérience incroyable de pouvoir aller jouer au Bayern, de pouvoir aller jouer à Istanbul, à Galatasaray. Ça va vraiment être vraiment une expérience qui, je pense, va aider les joueurs en championnat. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il y aura vraiment cette expérience qui va les aider. Après, en termes de résultats, ça va être compliqué. Avant le tirage, la direction nous disait, c'est Alex Mouzo qui disait que ces datas prédisaient qu'un top 24 était possible. Je ne sais pas si ces datas disent maintenant encore toujours la même chose après le tirage. Mais on ne sait jamais avec l'Union, et ils nous l'ont assez montré les saisons dernières, qui pensait que l'Union pouvait aller battre Fenerbahçe à Istanbul, qui pensait que l'Union pouvait battre Liverpool, même si c'était une équipe bis à domicile. L'Union Berlin, alors que l'Union Berlin survolait la Bundesliga en début de saison, victoire là-bas aussi. Encore dans la foulée, encore l'Union Berlin ils ont battu en 8e de finale, si je ne dis pas de bêtises, Francfort aussi. Donc en fait, ils ont réussi à faire des résultats. L'Ajax Amsterdam. Ouais. Il y avait l'élimination au bout, mais ils battent quand même l'Ajax à Amsterdam. C'est quand même un résultat incroyable. Donc, je pense que sur un match, l'Union peut faire de belles choses. Peut-être pas au Bayern, mais qui sait, contre le PSV, c'est possible. À domicile contre Marseille, pourquoi pas. Ouais. Donc, je pense que l'Union ne va pas être ridicule, ça c'est sûr. Après, est-ce que l'Union va se qualifier? Ça, on le verra un peu au fur et à mesure des matchs. Mais je pense que ce n'est pas, c'est pas illusoire de penser que l'Union pourrait se qualifier. Et tu penses que la participation à la Champions League, ça pourrait avoir un impact plutôt positif ou négatif sur le championnat? Parce si je prends l'exemple de Bruges l'année passée, c'est quand même arrivé régulièrement que Bruges, quand ils jouaient en championnat juste après un match européen, ils avaient tendance quand même à perdre des points, souvent faire match nul, parfois même perdre. Comment tu vois ça pour l'Union? C'est quoi, que c'est un risque, ou c'est plutôt justement, comme tu disais juste avant, une opportunité de se dire ça va encore les faire progresser, évoluer à un niveau supérieur? Je pense que le risque existe de se dire qu'après un déplacement à l'Atlético Madrid, on se déplace au cercle de Bruges et on va prendre le cercle de haut. Ce risque existe, mais c'est le genre de risque que Pocognoli va balayer directement et que les leaders vont devoir balayer aussi directement.
Ils jouent souvent le mardi, l'Union, donc il y aura pas mal de jours Ouais. avant le match du week-end. Et oui, donc c'est clair que le risque existe, mais je pense vraiment que ce sera plus une expérience et quelque chose de positif pour la saison en championnat. Et souvent, les joueurs nous répètent que finalement, ils préfèrent ça que s'entraîner, en fait. Donc c'est un meilleur entraînement pour le match du week-end que simplement faire une semaine complète d'entraînement. Et à chaque fois, ces petits déplacements européens, c'est une sorte de team building aussi pour les joueurs. Quand ils iront à Madrid, quand ils iront à Istanbul, quand ils iront à Munich, ce sera vraiment une histoire de cohésion de groupe. Et on connaît assez la cohésion de groupe à l'Union. Je pense que ça va renforcer encore plus cette cohésion. Et je pense que ça va se refléter sur le terrain le week-end. Ok. Pour revenir justement sur le championnat et aborder, je dirais, le dernier point du podcast, comment toi tu vois je dirais la suite de la saison. Quelles sont d'après toi les ambitions réalistes que devrait ou qu'a l'Union par rapport à cette saison, que ce soit par rapport à la Jupiler Pro League, voire même la Crocky Cup, la Coupe de Belgique? Est-ce que pour toi l'Union est clairement candidate à sa succession, ou est-ce que tu penses que ça va être plus compliqué que l'année passée? Enfin, quelle est je dirais, si tu devais te lancer dans un pronostic, comment toi tu vois ça? Je pense que l'Union est candidate claire à sa succession. Ici, on est déjà à un 5e de la phase classique, donc c'est déjà pas mal. Et comme on l'a dit en tout début de podcast, l'Union est première, donc les débuts sont vraiment, vraiment très bons quand ses concurrents directs ont déjà perdu des points. Donc l'Union est très bien lancée. Le premier objectif, ce sera de se qualifier en Champions Playoff, et ça, d'après moi, ça va être le cas. Ensuite, pour le titre, je pense qu'il y a vraiment 3 équipes qui ressortent du lot. Avec l'Union, il y a Bruges et il y a Genk. Et on verra comment ça va se passer en Champions Playoff. Qui aurait pu prédire la saison dernière que l'Union allait faire 28 sur 30 en Playoff? Personne. Ici, ce sera pareil, ça va vraiment jouer sur des détails. Le titre, finalement, la saison dernière, c'est jouer sur des détails, sur un ballon que Machida a stoppé sur la ligne dans un des derniers matchs, sur un but qui n'est pas hors jeu. Ça va jouer vraiment à ça. Donc c'est très compliqué de se projeter déjà dans les playoffs. On verra bien, mais je pense que le premier objectif de l'Union doit être d'arriver avec une sérénité et avec pas mal de points dans ces playoffs. Et ensuite, voilà, ce sera la bataille jusqu'au bout. Ils ont déjà l'expérience de ces playoffs. Donc ça, je pense que c'est vraiment un atout. Mais c'est clair que si on me demande maintenant qui pourrait être champion de Belgique, je sors 3 noms. C'est Bruges, Genk et l'Union. Et je dirais plutôt Bruges, l'Union et Genk dans cet ordre-là. Ouais. Je pense qu'ils sont armés aussi cette saison. Comme tu dis, c'est souvent les détails. Ça peut être aussi la méforme ou pas de certains joueurs, des blessures. Et les 3-4 dernières saisons, ça s'est joué à des détails. Souvent en défaveur de l'Union, et l'année passée en faveur de l'Union. Donc, un des atouts aussi, c'est que, et c'était déjà le cas la saison dernière, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'Union a été championne, c'est que le banc est très qualitatif. Et que Pocognoli a des joueurs sur le terrain et sur le banc, il pourrait les intervertir, que ça changerait quasiment rien. Ici, tous les postes se sont doublés. On parlait par exemple de Kalaili et de Patrice. Tous les deux sont des titulaires en puissance. Tous les deux ont des capacités pour être titulaires. Devant, on l'a dit aussi, il y a des attaquants dans le milieu, on en a parlé. Si Aitelaj n'est pas là, Bouffal sera là. Derrière, pareil, Sykes mérite de jouer. Si Leisen se blesse ou est suspendu, Sykes est là. Donc je pense vraiment, même au goal, je pense que pour la toute première fois, l'Union a un vrai numéro 2. Dick Chambard l'a montré en ce début de saison. Donc si Scarpon venait à être suspendu ou blessé à un moment, je pense que ça irait avec Chambard. Donc je pense vraiment que l'équipe est assez qualitative et assez quantitative que pour jouer le titre jusqu'au bout. Et alors en Coupe de Belgique, c'est pareil, et ça va se jouer aussi à des détails. C'est sûr, c'est des matchs directs, secs. Donc voilà, je pense que encore une fois, l'Union a aussi tout pour être dans le top du championnat, donc dans le top de la Coupe de Belgique. Mais on ne sait jamais, un match peut arriver à un mauvais moment. Ça, voilà, ou comme la saison dernière, un moment vraiment de creux, une grosse défaite et on est éliminé. Mais en tout cas, actuellement, tous les voyants sont au vert pour l'Union.
Justement, on parlait de tous les postes qui sont dédoublés, mais bon, là, on sait maintenant que Teklab part à OHL. Ouais. C'était en fait quand même le remplaçant, je dirais, en principe de Niang. D'après toi, c'est qui le backup maintenant? Ce serait le nouveau Brésilien? Sur papier, ce serait Guilherme, en effet. Après, voilà, ça, il faudra voir. Comme ça, je ne vois pas non plus. Foussaini peut aussi jouer dans le couloir. Peut-être qu'il n'a pas autant de qualité défensive que Niang, mais il l'a déjà fait, et il l'a déjà bien fait. Et le Guilherme, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre, donc on ne peut pas vraiment avoir un avis clair. Mais voilà, il y a Niang qui fait un début de saison vraiment très fort. Il est en feu. Là. Il est vraiment en feu. Et derrière, on a quand même Foussaini qui a déjà montré énormément de qualité. Et on a encore un autre joueur dont on ne connaît pas les qualités, mais dont on dit beaucoup de bien. Ça résume bien la situation. Finalement, à un poste où on pourrait avoir peur, en fait, il y a 3 joueurs qui a priori ont les capacités d'être présents et de répondre présents. Ouais, donc finalement, le noyau, c'est qu'il est bien construit et oui, je pense que ce sera de nouveau une bataille, comme tu dis. Bruges, Union, Genk. Genk, il faut voir, évidemment, avec les changements qu'ils ont eu en attaque. Tolu qui est parti. Je pense qu'il y a un creux qui est en train de se faire entre, je dirais, le top 3 et les autres derrière. Oui, c'est clair. Anderlecht l'a montré en début de saison. Ils vont pas jouer pour le titre cette saison. Le Standard non plus. On aurait pu le dire avant même le début de la saison. La Gantoise ne fait pas un bon début de saison. L'Antwerp est encore trop irrégulier pour moi pour vraiment réussir à atteindre le top du top en Belgique cette saison. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres concurrents. J'ai l'impression que ça va vraiment jouer entre Bruges et l'Union jusqu'au bout parce que c'est ces 2 équipes-là qui ont vraiment les noyaux les plus forts d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif. Ok, écoute, merci beaucoup François. Merci beaucoup à toi. Et je dirais à bientôt pour une prochaine analyse un peu plus tard dans la saison. Merci beaucoup. Avec beaucoup. grand plaisir. Merci. Salut.